Aujourd'hui était le jour numéro 6 de ce qui est présenté comme la théorie de l'opération Epstein, ou plutôt comme une théorie épique. Et pendant ce temps, le président des États-Unis, Donald Trump, continue selon ses affirmations à demander à d'autres pays de se joindre à ce conflit, au point que même Volodymyr Zelensky serait intervenu aujourd'hui pour dire que Donald Trump le supplie de venir les aider à combattre l'Iran. Cela montre, selon cette analyse, que la situation est devenue extrêmement grave, car beaucoup savaient déjà que les choses étaient sérieuses, mais peu imaginaient que la situation serait à ce point critique qu'un dirigeant comme Zelensky serait sollicité pour apporter une aide militaire, et Zelensky aurait déclaré qu'il pourrait aider tant que cela n'affecte pas directement son propre conflit avec la Russie. L'un des événements majeurs de la journée concerne également un drone qui aurait frappé l'Azerbaïdjan, ce qui donnerait l'impression que l'Iran aurait ajouté ce pays comme nouvel acteur dans ce conflit. Tandis que dans le même temps, l'Arabie Saoudite a confirmé aujourd'hui que ce n'était pas l'Iran qui avait frappé leur installation pétrolière, expliquant qu'ils avaient arrêté des agents du Mossad en Arabie Saoudite qui tentaient de saboter des infrastructures du pays. Selon ces déclarations, c'est Israël qui aurait frappé les installations d'Aramco en Arabie Saoudite, et il aurait également été confirmé aujourd'hui que ce serait Israël qui aurait frappé la base militaire britannique à Chypre, tandis que l'Iran affirme également que c'est Israël qui aurait envoyé un drone vers l'Azerbaïdjan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange. Ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéos soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. La question qui se pose alors est de savoir ce qu'Israël cherche réellement à faire. Car certains pensent que l'objectif serait d'entraîner davantage de pays dans ce conflit, tandis que d'autres affirment que la situation en Israël est devenue extrêmement grave, au point que certains se demandent si le pays pourra continuer à fonctionner normalement dans les semaines à venir en raison du niveau de destruction évoqué. Selon ces récits, certaines destructions seraient si importantes que les médias dominants n'en parleraient pas ouvertement. Et chaque fois que les médias traditionnels abordent la situation, ils se concentreraient davantage sur les frappes contre l'Iran ou sur les bombardements menés par Israël et les États-Unis contre des cibles iraniennes. Cependant, selon ces affirmations, l'Iran continuerait de frapper des cibles en Israël, notamment autour de l'aéroport Ben Gourion, qui est le principal aéroport international du pays, tandis que certains missiles auraient également frappé des villes israéliennes, laissant d'importants cratères et des destructions visibles. Dans ce contexte, certains analystes affirment que les frappes iraniennes ne diminuent pas réellement, contrairement à ce que certains médias affirment. Car l'Iran disposerait non seulement de lanceurs mobiles, mais aussi de lanceurs souterrains, ce qui rend leur détection extrêmement difficile pour les systèmes de surveillance. Par ailleurs, certaines informations évoquent la possibilité que les États-Unis tentent d'impliquer des groupes kurdes dans ce conflit, notamment des Kurdes vivant près des frontières de l'Irak, de la Syrie et de l'Iran, afin de lancer des opérations contre l'Iran depuis ces régions. Cependant, plusieurs groupes kurdes situés en Irak auraient déjà déclaré qu'ils ne souhaitent pas participer à une telle opération, estimant que ce serait une mission extrêmement dangereuse, car l'Iran est un pays difficile à envahir en raison de sa géographie et de sa puissance militaire. En effet, certains rappellent que l'Iran dispose d'une armée très importante et que la géographie du pays, avec ses montagnes et ses terrains complexes, constitue déjà une barrière naturelle contre toute invasion, ce qui rendrait une telle opération extrêmement risquée. Dans le même temps, un autre problème majeur concerne le coût de la guerre, car les systèmes de défense aérienne utilisés par les États-Unis et Israël pour intercepter des drones ou des missiles peuvent coûter jusqu'à $1 million par interception, alors que certains drones utilisés dans les attaques peuvent coûter seulement entre 10 000 et 20 000 $. Cette différence de coût crée un déséquilibre stratégique important, car les États-Unis et Israël auraient déjà dépensé des milliards de dollars en quelques jours seulement, ce qui soulève des questions sur la durée que ces systèmes peuvent supporter si le conflit devait se prolonger pendant des mois. Dans le même temps, la situation énergétique mondiale commence également à évoluer,
car l'Union européenne envisagerait maintenant de reconsidérer certaines sanctions contre la Russie, surtout après que Vladimir Poutine a évoqué la possibilité d'arrêter plus tôt les exportations de gaz vers l'Europe. Face à cette situation, certains pays européens se réunissent désormais pour discuter de la possibilité d'assouplir certaines sanctions afin de continuer à acheter du pétrole et du gaz russe, tandis que plusieurs pays comme l'Inde ont déjà augmenté leurs importations d'énergie en provenance de la Russie. La Chine, de son côté, aurait également acheté de grandes quantités de pétrole sur plusieurs mois et aurait annoncé qu'elle privilégierait désormais sa consommation intérieure en raison de la situation internationale. Dans ce contexte, certains analystes affirment que la Russie pourrait devenir le bénéficiaire silencieux de ce conflit, car la crise énergétique pousse plusieurs pays à revoir leur stratégie d'approvisionnement. Pendant ce temps, l'Iran continuerait également ses attaques contre certains navires pétroliers américains, tout en permettant aux navires à destination de la Chine de passer, ce qui montre que les alliances économiques et stratégiques jouent un rôle important dans ce conflit. Et selon cette analyse, la situation serait de plus en plus difficile pour les États-Unis et Israël, tandis que l'Iran n'aurait pas encore utilisé l'ensemble de ses armes les plus modernes, car il continuerait d'utiliser principalement des missiles plus anciens, même si certaines armes plus avancées comme le Fatah 2 ou certains systèmes hypersoniques auraient déjà été testés. Dans cette logique, certains affirment que l'Iran n'a pas besoin de modifier sa stratégie de manière radicale pour continuer à résister, car il lui suffirait de maintenir le même rythme d'opération pour maintenir la pression. Pendant ce temps, les tensions diplomatiques continuent également, notamment lorsque Donald Trump s'est opposé au Premier ministre espagnol qui aurait refusé de mettre une base militaire à disposition pour une attaque contre l'Iran, tandis que des tensions apparaissent aussi avec certains alliés européens. Selon ces récits, même les relations entre Trump et Netanyahou se rendent parfois tendues, notamment lorsque des discussions ou des rumeurs de négociations avec l'Iran apparaissent dans les médias. Au final, certains observateurs estiment que ce conflit pourrait accélérer la transition vers un monde multipolaire, car la situation montre selon eux un affaiblissement de l'influence occidentale et une redistribution des équilibres de puissance. Et pour l'instant, malgré les restrictions médiatiques et les tentatives de contrôle de l'information, de nombreuses images continuent d'apparaître sur les réseaux sociaux, montrant la réalité du terrain, ce qui alimente encore davantage les débats sur l'évolution de ce conflit dans les jours à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme. Partout dans l'actualité aujourd'hui, nous entendons dire que le président iranien s'excuse d'avoir tiré sur ses voisins, les pays du Golfe, et Donald Trump est sorti pour dire que c'est parce que les États-Unis les frappent assez fort que l'Iran s'excuse maintenant, affirmant que sans les États-Unis, il ne ferait pas cela. Et vous savez que Donald Trump est désespéré d'obtenir une sorte de victoire, car on peut reconnaître une personne qui panique par la manière dont elle réagit. Et il attend toutes sortes de bonnes nouvelles qui pourraient sortir pour essayer de le libérer de cette folie, parce qu'il veut que cela s'arrête puisque les choses empirent. Il est désespéré, et dans la propagande dominante maintenant, ils ne sont pas autorisés à parler d'Israël. Ils ne montrent pas la destruction qui a lieu en Israël. Et je vous le dis, si vous deviez voir ce qui se passe à Tel Aviv aujourd'hui, et à Jérusalem, vous pourriez penser que c'est Gaza, parce que c'est un désastre maintenant. Et gardez à l'esprit que ce sont les mêmes personnes qui nous disent que ce sont des pays démocratiques, qu'ils ont la liberté, et que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire et montrer ce qu'ils veulent montrer dans leur pays. Alors si vous êtes un pays démocratique, pourquoi cachez-vous ce qui se passe en Israël? Qu'y a-t-il à cacher? Montrez-le et montrez que vous êtes donc démocratique. Parce que nous avons vu CNN obtenir un laissez-passer en Iran et ils essaient désespérément de montrer une sorte de panique, des bombardements ou quelque chose comme ça, mais ils ne trouvent rien. Et cela amène certains à se demander pourquoi l'Iran n'a pas peur de montrer ce qui se passe dans leur pays. Ils savent que CNN appartient au même cercle que ceux qu'ils accusent de propagande. Mais ils permettent quand même à CNN d'entrer en Iran pour continuer à faire leur travail médiatique. Et certains disent qu'il semble que l'Iran soit un meilleur pays en termes de liberté qu'Israël.
Et puis il y a la question du leadership. Car certains disent que si l'on parle de la mort de l'ayatollah, nous voyons un leader capable de se sacrifier pour son peuple, alors que l'on demande où se trouve Netanyahou, car certaines rumeurs disent qu'il se cacherait en Allemagne, et l'Allemagne est historiquement associée au pays d'Hitler, et un leader qui se soucie de son pays accepterait de rester dans son pays pendant un moment comme celui-ci, et de se sacrifier si nécessaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéos soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Les images montreraient au contraire des rues où les gens continuent leurs activités. Mais selon ce discours, ces dirigeants seraient prêts à sacrifier des enfants, comme cela aurait été le cas avec les morts en Iran. Et c'est dans ce contexte que les excuses dont on parle partout dans les nouvelles sont présentées comme contradictoires, car certains disent que l'Iran s'excuse auprès des pays du Golfe tout en continuant à bombarder certaines bases. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite parle fortement contre l'Iran, se montrant courageuse dans ses déclarations. Mais aucun de ces pays ne parle de la même manière aux États-Unis, car ils disent qu'ils ont demandé aux États-Unis de ne pas utiliser leurs bases militaires, mais beaucoup pensent que cela ne signifie pas grand-chose. En réalité, tout le monde sait que plusieurs pays du Golfe sont étroitement liés aux États-Unis et qu'ils hébergent déjà des bases militaires américaines. Et selon la politique américaine, ces bases sont considérées comme des territoires américains, ce qui explique pourquoi un candidat à la présidence américaine peut être né dans une base militaire à l'étranger et être quand même considéré comme né sur le territoire américain, comme ce fut le cas pour John McCain lorsqu'il s'est présenté contre Obama. Ainsi, lorsque l'Iran dit qu'il frappe une base militaire américaine, cela s'explique par le fait que les États-Unis considèrent ces bases comme leur territoire. Et l'Arabie Saoudite, ainsi que les autres pays du Golfe le savent, même s'ils affirment publiquement avoir demandé aux États-Unis de ne pas utiliser leur espace aérien. Mais même si ces gouvernements disent cela publiquement, les bases militaires restent capables de fournir des informations militaires vitales, comme les données radar permettant de surveiller et de frapper l'Iran. Et c'est pourquoi l'Iran a détruit certains de ces radars situés dans ces bases. Et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite va jusqu'à parler au Pakistan, qui possède des armes nucléaires et avec lequel elle a un pacte de défense, dans l'espoir de voir le Pakistan s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Cependant, l'Arabie Saoudite sait aussi très bien quelles forces soutiennent l'Iran, car elle sait que la Russie et la Chine sont derrière lui, mais malgré cela, elle agit comme si elle n'avait rien fait de mal, alors que ce sont les mêmes dirigeants qui encourageaient Donald Trump à attaquer l'Iran. Aujourd'hui, ils affirment qu'ils ne l'ont jamais fait, mais beaucoup pensent qu'ils l'ont fait parce que l'Arabie Saoudite n'a jamais aimé l'Iran, et c'est pourquoi ils continuent de condamner l'Iran dans leurs déclarations publiques. Mais selon cette analyse, l'Iran a le droit de frapper les bases militaires américaines, et il faut comprendre que certains affirment que l'Iran ne bombarde pas ses voisins pour les pousser à faire pression sur Donald Trump, contrairement à ce que dit la propagande dominante. En réalité, selon ce point de vue, l'Iran sait très bien que les pays du Golfe n'ont pas de pouvoir réel pour influencer la décision des États-Unis. Car même avant l'attaque américaine contre l'Iran, ces pays demandaient déjà à Donald Trump de ne pas le faire, et il ne les a pas écoutés. Alors pourquoi l'Iran frappe-t-il ses bases militaires? La première raison est que ces bases servent à fournir des renseignements et à soutenir les opérations militaires américaines. Et même si les pays du Golfe disent publiquement qu'ils ne veulent pas que leur territoire soit utilisé, les radars et les infrastructures militaires situées dans ces bases continuent de fonctionner. La deuxième raison est que l'Iran cherche à augmenter le coût de ce conflit pour les États-Unis, car lorsque la production pétrolière dans les pays du Golfe est perturbée, les prix du pétrole augmentent, et cela affecte l'économie mondiale. Cela peut entraîner des pertes d'emplois, des investissements réduits et une pression sur la valeur du dollar américain, ce qui montre que l'Iran cherche à démontrer qu'il possède un certain pouvoir sur l'économie mondiale. Dans cette situation, les pays du Golfe veulent continuer à vendre leur pétrole et vivre dans la prospérité pendant que l'Iran subit les conséquences de la guerre et que les États-Unis utilisent leurs bases pour mener des opérations militaires. Et c'est pourquoi, selon cette vision, ces pays préfèrent condamner l'Iran plutôt que de remettre en question leurs relations avec les États-Unis, car ils considèrent que leur alliance avec Washington est plus importante.
Mais certains disent que personne ne devrait avoir pitié d'eux, car ils voient sans comment les États-Unis les traitent lorsqu'il s'agit d'Israël, et malgré cela, ils continuent de soutenir cette situation au lieu de chercher une véritable indépendance. Et comme le dit le proverbe, vous pouvez amener la tête d'un chameau à l'eau, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Ce qui signifie que même si quelqu'un tente de libérer un peuple de sa souffrance, ce peuple peut parfois choisir de rester dans la situation qu'il connaît. Enfin, selon cette conclusion, certains pensent que si l'Iran gagne ce conflit, cela pourrait changer l'équilibre des forces dans la région et même affecter la politique internationale, car ils voient l'Iran comme un pays qui s'oppose à un système qu'ils considèrent comme tyrannique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme. Parlons maintenant de la position de l'Union européenne dans ce conflit en Iran. Vous avez ce que certains appellent les trois Stooges, Keir Starmer, Merz et Macron. Ils sont sortis avec une déclaration commune affirmant que l'Iran avait tort, alors que beaucoup rappellent que les États-Unis ont déclenché le conflit. Ils prétendent que l'Iran aurait dû négocier davantage et devrait accepter la situation pendant que les bombardements continuent. Pour beaucoup, cela illustre la position actuelle des dirigeants européens et explique pourquoi plus personne ne les prend au sérieux sur la scène internationale. Dans le même temps, un drone a frappé Chypre, précisément une base militaire britannique située sur l'île. Le Royaume-Uni a ensuite donné l'autorisation aux États-Unis d'utiliser cette base militaire, Washington, voulant que Londres rejoigne l'opération. Cela montre qu'une superpuissance peut demander l'appui d'autres pays lorsque la situation devient trop difficile. Au départ, le Royaume-Uni ne voulait pas que cette base soit utilisée, jusqu'au moment où elle a été touchée. Emmanuel Macron a expliqué que la France envisageait d'augmenter son arsenal nucléaire, estimant que les ogives actuelles ne suffisent plus. Il en faudrait davantage pour renforcer sa puissance stratégique. Dans le même temps, il a ordonné au porte-avions Charles de Gaulle de participer à ce contexte militaire. Officiellement présenté comme une mission de défense et de protection. Les trois dirigeants ont déclaré que si l'Iran continuait ses opérations, il pourrait rejoindre directement le conflit. L'Iran a répondu que toute participation serait considérée comme un acte de guerre. Leurs villes pourraient devenir des cibles potentielles. Lorsqu'un pays comme l'Iran prononce ce type d'avertissement, beaucoup estiment qu'il ne s'agit pas simplement de paroles symboliques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias. Il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Il suffit d'imaginer ce que représenterait l'arrivée d'un missile balistique au cœur d'une capitale européenne comme Paris. Pour comprendre la gravité d'un tel scénario, surtout lorsque l'on considère que l'Iran affirme se battre pour sa propre survie. Dans une telle situation, certains pays peuvent estimer qu'ils n'ont plus rien à perdre. Dans le même temps, à cause des perturbations autour du gaz naturel provenant du Qatar et du détroit d'Ormuz. La Norvège a expliqué que l'Europe n'a pas la capacité de remplacer entièrement l'approvisionnement énergétique venant des pays du Golfe. Ce qui a conduit certains responsables européens à envisager l'idée de revenir sur la décision d'abandonner progressivement le gaz russe. Cette situation a surpris beaucoup d'observateurs car ces discussions arrivent très tôt dans le conflit. Alors que la guerre n'a même pas encore duré une semaine, et pourtant certains responsables parlent déjà d'un possible retour vers les ressources énergétiques russes. Ce qui montre à quel point la question énergétique reste centrale pour l'Europe. Et justement, Vladimir Poutine est intervenu après ces déclarations pour rappeler que l'Europe avait décidé d'arrêter d'acheter du gaz russe d'ici 2027.
en ajoutant que la Russie pourrait tout simplement décider d'arrêter les livraisons immédiatement, sans attendre cette date. Ce qui montre que Moscou observe attentivement l'évolution de la situation. Dans le même temps, certains rapports affirment que la Russie, la Chine et l'Iran auraient conclu un accord de sécurité, dans lequel la Russie fournirait notamment des systèmes de défense aérienne comme les S-300 ou S-400, ainsi que d'autres technologies militaires avancées. Selon ces informations, ces systèmes de défense expliqueraient pourquoi l'on voit encore de nombreuses activités se dérouler en Iran malgré la guerre. Par exemple, les funérailles des enfants tués lors des frappes où des millions de personnes sont sorties dans les rues. Ce qui serait difficile à imaginer si le pays était totalement paralysé par les bombardements. Dans ce contexte, certains affirment que ces systèmes de défense aérienne russes interceptent une grande partie des missiles qui visent l'Iran, même si certains parviennent encore à passer. Et que cela expliquerait pourquoi certaines affirmations sur la domination totale de l'espace aérien iranien seraient contestées. Par ailleurs, la Chine jouerait également un rôle important en fournissant des informations satellitaires et d'autres technologies. Et certains rapports indiquent que l'Iran aurait commencé à utiliser un système chinois similaire au GPS pour ses opérations militaires. Ces informations suggèrent également que la Chine aurait partagé avec l'Iran les emplacements de nombreuses bases militaires américaines dans les pays du Golfe, ce qui permettrait à Téhéran de mieux cibler certaines infrastructures stratégiques. Lorsque certains médias affirment que la fermeture du détroit d'Ormuz nuirait surtout à la Chine, parce que l'Asie dépend fortement du pétrole de la région. D'autres analystes considèrent que cette vision est simplifiée et que la situation est beaucoup plus complexe, car les alliances et les intérêts économiques sont multiples. Dans ce contexte, certains observateurs estiment que la Russie et la Chine jouent un rôle important dans les conseils stratégiques donnés à l'Iran, notamment en ce qui concerne la manière de conduire une guerre longue plutôt qu'une confrontation rapide et émotionnelle. Ils expliquent par exemple que les frappes iraniennes seraient parfois espacées afin d'épuiser les systèmes de défense adverses, plutôt que d'envoyer toutes les capacités militaires en une seule fois. Selon ces analyses, la Russie aurait conseillé à l'Iran de se préparer à un conflit potentiellement long qui pourrait durer 1 an ou plus. Car dans ce type de guerre, les négociations peuvent se dérouler en parallèle des combats. Dans ce contexte, la stratégie visant à perturber le détroit d'Ormuz pourrait affecter non seulement les pays du Golfe ou les États-Unis, mais aussi l'Europe qui dépend fortement de ses routes énergétiques. Et certains analystes estiment que Moscou pourrait profiter d'une telle situation pour renforcer sa position énergétique vis-à-vis de l'Europe. Surtout si les flux venant du Golfe sont perturbés. Car lorsqu'un pays doit mener une guerre ou soutenir un effort militaire prolongé, l'accès à l'énergie devient un facteur stratégique essentiel. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes soulignent que l'Europe et les États-Unis sont déjà engagés dans un soutien massif à l'Ukraine, ce qui signifie que l'ouverture d'un autre front international pourrait compliquer encore davantage la situation géopolitique. Et lorsque certains responsables affirment que la fermeture du détroit d'Ormuz affecterait surtout l'Asie, d'autres rappellent que les prix du gaz en Europe ont déjà fortement augmenté, certains estimant qu'ils ont grimpé de plus de 80%. Ce qui montre que les conséquences économiques touchent déjà plusieurs régions du monde. Ainsi, pour de nombreux observateurs, ce conflit pourrait marquer une transformation importante de l'équilibre international. Car certains estiment que l'époque où un seul bloc pouvait décider unilatéralement d'intervenir militairement sans conséquences majeures pourrait être en train de changer. Et c'est pour cette raison que certains analystes affirment aujourd'hui que l'Iran est précisément le type de pays que certaines puissances n'auraient peut-être jamais dû provoquer, dans un contexte international aussi fragile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout, ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique
est votre meilleure arme.